Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo sur la croissance économique et ses défis. Alors tout d'abord, on va essayer de définir la croissance économique. La croissance économique, c'est l'augmentation durable du niveau de production d'une économie d'une année sur une autre. Ne pas confondre, et c'est très important, la croissance économique et le PIB, le PIB, le produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, tout simplement, c'est la somme des valeurs ajoutées créées sur une économie sur une année. Donc par exemple, vous avez créé 10 000 milliards de dollars de valeur ajoutée. La croissance économique, c'est la variation du PIB d'une année sur l'autre. Par exemple, si je fais une métaphore sur votre taille et votre croissance, si vous mesurez l'année 2020 1,80 m et que l'année suivante vous mesurez 1,90 m, et bien tout simplement votre croissance c'est 10 cm. Ça c'est la croissance économique. Et la croissance économique, elle est toujours exprimée en pourcents. Le PIB, il est toujours exprimé en monnaie, soit en euros, soit en dollars. En tout cas, c'était un premier point important, mais pour éviter toute confusion. Alors maintenant, on va voir la croissance économique, d'où elle vient. Alors il faut savoir qu'elle est assez récente dans l'histoire de l'humanité. Elle date de la révolution industrielle. Donc la croissance économique a vraiment démarré à partir des années 1800-1850. Aujourd'hui, dans les pays occidentaux, elle est entre 1 et 4-5%. Dans les pays émergents, les pays qu'on appelle en rattrapage économique, elle est entre 5 et 15% par an, donc pour avoir un ordre de grandeur. En France, elle est à peu près à 1-1,5%. Donc maintenant, d'où vient cette croissance économique? Pourquoi est-ce que chaque année, on produit plus que l'année précédente? Alors il y a deux facteurs principaux de la croissance économique. C'est les facteurs qui vont y contribuer, c'est le facteur travail et le facteur capital. Le facteur travail, tout simplement, c'est la main-d'œuvre humaine. C'est le nombre, c'est le volume d'heures travaillées. Si vous travaillez un peu plus longtemps, donc comme le président Macron récemment a fait la réforme des retraites, c'est pour que vous travailliez plus longtemps. Plus vous travaillez, plus vous produirez. Plus il y a de gens qui travaillent. Quand les femmes sont arrivées sur le marché du travail années 60-70, et ben tout simplement, les femmes ont plus produit et donc le facteur travail a augmenté, la croissance a augmenté. Également, les hommes et les femmes ne peuvent pas produire sans machine. Et ben, les robots, les machines, les usines, c'est ce qu'on appelle le facteur capital. C'est le deuxième facteur. Donc ici, plus on produit, plus on a de robots, tout simplement, plus on va produire, plus le PIB sera important, plus la croissance sera importante. Sauf que dans les années 80, les économistes ils se sont rendus compte, notamment l'économiste Robert Solow, économiste américain, ils se sont rendus compte que si on additionne le facteur travail et le facteur capital, on n'arrive pas totalement à mesurer la croissance. Il y a un résidu, il y a un bout de cette croissance qui n'est pas expliqué par la hausse du facteur travail et la hausse du facteur capital. Ce bout inexpliqué, ce résidu de Solow, c'est ce qu'on va nommer nous ensemble la PGF, la productivité globale des facteurs. En gros, la PGF, c'est le progrès technique. Le progrès technique, je le rappelle, c'est globalement la somme de toutes les innovations dans une économie. Donc, une croissance qui va être davantage basée sur l'accumulation du facteur travail et capital, c'est ce qu'on va appeler une croissance extensive. A l'inverse, une croissance qui va être davantage basée sur le progrès technique, donc sur la productivité globale des facteurs, c'est ce qu'on va nommer une croissance intensive. Ne pas confondre les deux. Extensif, c'est l'accumulation des facteurs. Intensif, c'est la PGF. Dans les pays technologiques développés, Corée, Japon, Europe occidentale, États-Unis, la croissance est davantage intensive, pro-technique. Dans les pays émergents, Chine, Bangladesh ou encore les pays d'Afrique subsaharienne, la croissance va être davantage extensive parce qu'il y a beaucoup de main-d'œuvre peu qualifiée, abondante, donc ils vont davantage se baser sur le facteur travail. Bien savoir les deux, bien savoir d'où vient la croissance. Donc maintenant, on va dans le programme qui est demandé, c'est de s'intéresser à d'où vient le progrès technique. Le progrès technique, je l'ai évoqué il y a quelques secondes, c'est la somme de toutes les innovations dans une économie. Les innovations, maintenant, il faut savoir d'où elles viennent. Donc les innovations, déjà ne pas confondre une invention d'une innovation, d'une découverte. Une découverte, par exemple, c'est on va découvrir un phénomène qui existe déjà. Découvrir l'ADN, ça existait avant, on l'a juste découvert.
Une invention, c'est on va faire un objet pour la première fois sans forcément le commercialiser. On invente un objet. Le concours Lépine à Paris tous les ans. Une innovation, c'est vraiment ce que fait Elon Musk, les entrepreneurs, ou Steve Jobs avec l'iPhone d'Apple. C'est on a une invention, on va y déposer un brevet dessus et on va le commercialiser. Pourquoi? On va le commercialiser tout simplement pour avoir un monopole et pour pouvoir en fait le vendre et avoir un peu plus d'argent à la fin. Dans les années 80-90, on a les économistes, tout comme Robert Solow, qui ont voulu expliquer et qui ont voulu dire ok, la PGF elle existe, mais elle vient d'où? Les innovations ça existe, mais pourquoi est-ce qu'on innove toujours? Et tout simplement, vous l'avez vu au programme de première sur chapitre sur le marché concurrentiel, pourquoi est-ce que les gens innovent? Pourquoi est-ce que les entrepreneurs innovent? Tout simplement, comme vous et moi, ils veulent se faire de l'argent. Et donc, si vous avez une invention que vous arrivez à innover, vous allez mettre un brevet dessus. Et grâce à ce brevet, vous allez disposer de ce qu'on appelle un monopole de rente, un monopole temporaire. Et donc, c'est un monopole d'innovation. Vous êtes le seul à pouvoir vendre, à pouvoir commercialiser cette innovation sur le marché. Et comme vous êtes le seul, vous êtes en monopole, vous avez ce qu'on appelle un pouvoir de marché. Et donc, vous pouvez le vendre un peu plus cher. Et le fait de vendre ce produit un peu plus cher, ça va vous inciter à encore faire de la recherche et du développement pour trouver de nouvelles innovations. C'est exactement ce que fait Tesla, exactement ce que fait Apple. Et grâce à toutes ces innovations qui s'accumulent, on va dire qui s'accumulent en grappes d'innovation, on arrive à avoir un progrès technique important et donc de la PGF qui augmente et donc la croissance qui augmente. Maintenant, vous devez évidemment vous poser cette question, mais ça vient d'où le progrès technique? D'où viennent ces innovations? Pourquoi est-ce qu'il y a des pays qui vont innover plus que d'autres? Dans les années 80, on a des économistes, notamment américains, Lucas ou Barrow, qui se sont rendus compte que l'État joue un rôle fondamental dans la croissance. Cette croissance, elle va être ce qu'on appelle auto-entretenue. Elle va être endogène. En gros, la croissance, elle provient des décisions des agents économiques. Je m'explique. L'État va avoir un rôle très important dans la croissance. L'État, en créant des routes, des autoroutes, des voies grande vitesse, des aéroports, va créer ce qu'on appelle un capital public qui va être utile aux innovateurs. Également, l'État va créer des hôpitaux, des universités qui vont élever le niveau de connaissance et de santé d'une population. C'est des investissements en capital humain. On a l'État, mais également des entreprises comme LVMH ou Hermès vont investir dans le capital technologique, dans la R&D, la recherche et le développement. Et tout ça, mis ensemble, ça va créer des clusters d'innovation. Rappelez-vous, vous devez connaître la Silicon Valley aux États-Unis, entre les plus grandes universités américaines, des routes magnifiques et également des centres de décision de Google, d'Amazon, de Facebook. En France, vous devez peut-être connaître le plateau de Saclay. Vous avez des universités connues mondialement comme Polytechnique, à côté de l'aéroport d'Orly, avec des logements, des hôpitaux et tout cela, tous ces clusters entre universités et grandes entreprises, les ingénieurs ils vont pouvoir élever leurs connaissances tout en faisant de nouvelles innovations et cela, ça va donner un terreau favorable aux innovations. C'est pour cela que les pays qui investissent dans des infrastructures, de la recherche et développement, dans le capital humain, sont les pays qui innovent le plus. Donc, un autre point important qu'on a pu voir ensemble, c'est la destruction créatrice de Schumpeter. Schumpeter a démontré que les nouvelles innovations vont détruire et vont remplacer les anciennes innovations. Et toutes les entreprises qui n'ont pas réussi à se mettre à jour avec des nouvelles innovations, elles sont vouées malheureusement à disparaître. C'est exactement l'exemple qu'on a vu de Kodak, qui est une entreprise centenaire de photographie, qui n'a pas réussi à se mettre à jour sur les appareils photo numériques et sur les smartphones. Et désormais, Kodak est une entreprise qui est totalement périclitée, qui n'existe plus parce qu'elle s'est faite dépasser par les Samsung, par les Apple, qui sont capables de proposer des appareils photo bon marché, de très bonne qualité. Donc, comme on va voir maintenant, les défis de la croissance économique et le dernier point du chapitre, la croissance économique, elle peut mener à la destruction d'emplois, donc à des hausses de chômage. Les personnes, les salariés qui travaillaient chez Kodak ont été mis au chômage. On a également des inégalités de revenus. C'est le premier point important des défis de la croissance. Pourquoi? Parce que les emplois qui vont être très qualifiés, les architectes, les ingénieurs, eux, ils vont travailler avec le numérique, avec le progrès
progrès techniques, avec les innovations, et ils vont toujours s'aider et ils vont plus produire grâce à ça. Donc leur métier sera toujours plus valorisé. Au milieu de l'échelle, on a plein d'emplois, les caissiers, les comptables, ils vont se faire remplacer par les machines. Les caissiers de supermarché sont remplacés par les machines, les comptables sont remplacés par les ordinateurs. Donc ces métiers disparaissent. Et en bas de l'échelle des métiers, on a toutes les personnes qui font faire le ménage par exemple. Eux, ils ne sont pas aidés par les innovations, par les robots, parce que c'est ce qu'on appelle des emplois qui vont être manuels, non routiniers. Les robots aujourd'hui ne sont pas capables de faire le ménage comme les personnes qui font le ménage actuellement. Donc c'est pour ça qu'on va avoir une dichotomie entre d'un côté des emplois très rémunérés qui vont être aidés par le numérique, qui vont donc être encore mieux rémunérés, et de l'autre côté des emplois qui ne seront pas aidés par le numérique et qui seront moins rémunérés. Donc la croissance engendre des inégalités de revenus. C'est la première limite. Maintenant, on va voir la deuxième limite de la croissance. C'est les trois limites écologiques de la croissance. Vous avez d'un côté l'épuisement des ressources, vous avez la pollution et vous avez le réchauffement climatique. Donc tout d'abord, l'épuisement des ressources crée des externalités négatives. Je vous rappelle, vous l'avez vu sur les défaillances de marché l'année dernière en première. Donc tout simplement, rappelez-vous du dilemme du prisonnier. Chaque individu va être incité à pêcher le plus de poissons possible, sauf que si chacun raisonne ainsi, au final, dans la mer, il n'y a plus de poissons. Chaque individu, chaque pays va être incité à couper le plus d'arbres possible, par exemple en Amazonie. Mais si chacun raisonne ainsi, collectivement, à la fin, il n'y aura plus d'arbres. Donc là, c'est la première limite de la croissance. Les autres limites, la pollution, la croissance économique engendre évidemment de la pollution, pollution de l'air, pollution des sols, pollution des océans, et également le réchauffement climatique et le dérèglement climatique. La dernière partie du chapitre nous invite à nous interroger sur les innovations. Peuvent-elles dépasser ces limites écologiques de la croissance? Donc il faut savoir que cet objectif d'apprentissage est très débattu parmi les enseignants, mais il faut en parler, donc je vous en parle. Effectivement, dans le programme, on nous dit que les éoliennes, par exemple, peuvent permettre d'éviter le réchauffement climatique ou la pollution parce que les éoliennes sont une innovation effectivement, ou encore les puits de carbone, ou encore les bateaux électriques, les voitures électriques qui pourraient, selon certains économistes, permettre de dépasser ces limites de la croissance. Donc là, c'est une ouverture du chapitre. Vous ne pouvez pas tomber normalement en dissertation dessus, mais il faut toujours l'avoir en tête pour des EC1 ou des EC2. Donc je vous remercie et écoutez, à bientôt. Allez, ciao.